À 5h46 du matin, le ciel de Mangalore était encore teinté du gris pâle de l'aube. Les lumières jaunes éclatantes de la piste 24 scintillaient à travers le brume matinal. Le Boeing 737-800 d'Air India Express, vol IX-812, arrivait à une vitesse supérieure à la limite autorisée. Le nez incliné vers le bas selon un angle d'approche dangereux. Devant lui, au bout de la bande de béton longue de moins de 2,5 km, s'étendait un vide mortel, une falaise abrupte de plus de 60 mètres, au pied de laquelle s'étendait une jungle dense et des rochers acérés. Dans le cockpit, l'alarme « Pull up, pull up » retentissait sans relâche, résonnant comme des cloches funèbres. Le copilote, d'une voix précipitée mêlée de désespoir, répétait sans cesse « Go around, go around !» Remontez et recommencez l'approche. Mais la main du commandant de bord restait fermement crispée sur le manche, son regard fixé sur la piste qui se rapprochait à une vitesse vertigineuse. Le train d'atterrissage s'apprêtait à toucher le sol bien trop loin, réduisant à néant la distance nécessaire pour s'arrêter. Dans quelques secondes à peine, le Boeing 737 n'aurait plus aucune échappatoire. Qu'est-ce qui a transformé un vol ordinaire en la pire tragédie aérienne de l'histoire de l'Inde ? C'est ce que nous allons décrypter dès maintenant dans cette vidéo consacrée au vol Air India Express 812. Air India Express est une compagnie low-cost appartenant à Air India, opérant principalement des liaisons internationales de courte distance reliant l'Inde au Moyen-Orient. Selon le plan de vol, le IX-812 devait décoller de l'aéroport international de Dubaï vers 1h30 du matin, le 22 mai 2010. Pour rejoindre l'aéroport international de Mangalore, dans l'état du Karnataka, en Inde. Le trajet d'environ 2170 km devait durer près de 3h35. Après son atterrissage prévu vers 6h05, heure locale indienne, le Boeing 737-800 devait ainsi achever un cycle aller-retour en moins de 9 heures, incluant le vol aller la veille au soir et le retour à l'aube. Dubaï est le carrefour aérien le plus dynamique du Golfe, où se rassemblent des centaines de milliers de travailleurs immigrés indiens. Le voyage de retour vers Mangalore, une ville côtière du sud-ouest de l'Inde, était familier pour de nombreux passagers, en grande majorité des travailleurs venant de terminer de longues périodes d'activités à l'étranger, rapportant cadeaux, économiser l'espoir des retrouvailles avec leurs proches. Ce vol était donc considéré comme une ligne régulière, et exploité plusieurs fois par semaine et rarement marqué par des incidents graves. Pourtant, cette destination cachait un défi que tous les pilotes n'étaient pas habilités à affronter. L'aéroport international de Mangalore est construit au sommet d'une étroite colline surélevée par rapport aux environs, avec une piste dite tabletop runway, c'est-à-dire que ces deux extrémités se terminent par des falaises abruptes. La piste, à la fois courte et étroite, ne tolère aucune erreur d'approche ou d'atterrissage. Selon la réglementation de la Direction générale de l'aviation civile indienne, seul le commandant de bord est autorisé à effectuer l'atterrissage à Mangalore, et uniquement après avoir suivi une formation spécifique. Ce jour-là, dans le siège de gauche se trouvait le commandant de bord serbe, Zlatko Glusica. Il avait servi de longues années dans l'aviation commerciale internationale, avec de l'expérience auprès de compagnies du Moyen-Orient et d'Europe. Au cours de sa carrière, il avait accumulé environ 10 200 heures de vol, dont plus de 3000 sur Boeing 737. Bien qu'il eût rejoint Air India Express quelques années avant le vol 812, on considérait qu'il n'était pas encore totalement familier avec les particularités de Mangalore. Dans le siège de droite, le copilote indien Harbinder Singh Ahluwalia comptait quant à lui plus de 3650 heures de vol, incluant une expérience considérable sur Boeing 737. Il connaissait parfaitement le relief et les spécificités d'atterrissage de l'aéroport de Mangalore, mais n'avait pas l'autorisation d'y effectuer la manœuvre d'atterrissage. Ce matin-là, pourtant, la météo était idéale, ciel dégagé, excellente visibilité, vent léger, des conditions parfaites pour un vol sans encombre. L'itinéraire de ce vol avait débuté la nuit du 21 mai 2010. Le Boeing 737-800, sous le numéro X811, avait quitté Mangalore pour Dubaï.
transportant des passagers enthousiastes à l'idée de travailler ou de rendre visite à leurs proches à l'étranger. Le voyage s'était déroulé sans incident et l'avion avait atterri tard dans la soirée à Dubaï. Mais au lieu de bénéficier d'un long repos, l'équipage n'eut qu'à peine 1 h 20 à l'aéroport avant de repartir pour le vol retour. IX-812 avec à bord 160 passagers et 6 membres d'équipage, à destination de Mangalore aux premières lueurs du jour. Ce jour-là, le commandant de bord, de nationalité serbe, venait tout juste de rentrer en Inde après de longues vacances passées dans son pays natal. Le décalage horaire entre l'Europe et l'Asie du Sud, ajouté à un service de nuit, l'avait plongé en plein dans le circadian low, la période critique comprise entre 2 h et 6 h du matin, quand le corps humain atteint son niveau de fatigue et de vigilance le plus bas. C'est le moment où les réflexes ralentissent, où les capacités de décision et de gestion des situations sont fortement diminuées. Un état particulièrement dangereux pour un pilote. Plus ironique encore, à cette époque, les procédures d'Air India Express n'exigeaient ni examen médical, ni évaluation de l'état d'éveil des pilotes avant un vol au départ de Mangalore. Cela signifiait que tout signe de fatigue ou de manque de sommeil du commandant de bord ne serait ni détecté ni empêché. Le copilote avait sans doute remarqué la lassitude de son supérieur, mais dans l'environnement aéronautique, où le commandant détient l'autorité absolue, ces observations se traduisent rarement par des actions concrètes. Quand le 737 quitta la piste de Dubaï dans l'obscurité, en direction de Mangalore, personne ne savait encore que la fatigue d'un homme allait bientôt devenir le maillon déterminant d'une catastrophe. Alors que le vol IX-812 approchait de la côte sud-ouest de l'Inde, le système radar de la région de Mangalore était en panne. Au lieu d'utiliser la surveillance radar pour déterminer la position exacte des avions, le contrôle aérien dut passer au Procedural Control, une méthode manuelle consistant à se baser sur les comptes rendus de position des pilotes et sur des calculs de temps pour garantir l'espacement entre les vols. Bien que sûre en théorie, cette méthode était plus lente et beaucoup moins flexible qu'un radar moderne. Lorsque l'IX-812 entra dans l'espace aérien de Mangalore, le contrôleur demanda à l'appareil de maintenir son altitude plus longtemps que prévu, afin de laisser un autre vol quitter la zone d'approche. Cela signifiait qu'au moment de l'autorisation de descente, l'avion se trouvait déjà trop près de l'aéroport, obligeant l'équipage à descendre plus rapidement que la normale pour intercepter la piste. Une situation déjà stressante, surtout à Mangalore où la piste de type tabletop interdit les approches trop raides ou à vitesse excessive. Durant le trajet depuis Dubaï, le commandant de bord avait dormi profondément pendant plus de 90 minutes, laissant au copilote la conduite de la majorité du vol. Il ne se réveilla qu'à environ 25 minutes de l'atterrissage, un délai trop court pour que son cerveau sorte complètement de l'inertie du sommeil. Période durant laquelle les réactions et la capacité d'analyse restent ralenties. Une autre violation grave apparut rapidement. L'équipage ne réalisa pas l'approche briefing. Ce briefing obligatoire avant l'atterrissage, destiné à discuter des éléments clés comme la piste, le vent, la configuration de l'appareil, l'altitude de référence et les procédures alternatives. En omettant cette étape, les deux pilotes perdirent l'occasion de définir ensemble une stratégie claire pour gérer un aéroport aussi risqué que celui de Mangalore. Lorsque l'avion entra dans l'arc des ME, une trajectoire courbe servant à aligner l'appareil sur l'axe de la piste. Il se trouvait encore à une altitude 2 fois supérieure à la norme. Cela força les pilotes à corriger vitesse et altitude dans la précipitation, transformant une approche qui exige normalement une grande précision en une véritable course contre le relief, où la moindre erreur pouvait coûter tout le vol. Dès qu'il se rendit compte que l'avion était bien trop haut par rapport à la trajectoire idéale, le commandant tenta de réduire l'altitude rapidement. Il sortit le train d'atterrissage plus tôt que la normale pour créer de la traînée et déploya simultanément les aérofreins afin d'accélérer la descente. Ces manœuvres permirent certes de perdre de l'altitude, mais l'appareil arriva sur l'aéroport avec une vitesse anormalement élevée, réduisant considérablement le temps et la distance nécessaires pour corriger la trajectoire. En cherchant à accrocher le faisceau du glide slope de l'ILS, l'avion suivit par erreur un signal secondaire correspondant à un angle de descente de 9 degrés, au lieu de l'angle normal de 3 degrés pour la piste de Mangalore. Cela équivalait à une pente 3 fois plus raide que la normale, rendant la vitesse de descente excessive et l'approche extrêmement difficile à maîtriser. Bien que la vitesse d'approche dépassait déjà les limites de sécurité, le commandant continua à configurer l'avion pour l'atterrissage à 7,5 milles nautiques de la piste. Il demanda « Give me flaps 10 »
Are you sure flaps 10? Yes. Ce changement de configuration effectué trop près de la piste à une vitesse inadaptée provoqua de fortes perturbations aérodynamiques autour des ailes, réduisant la stabilité de l'appareil à quelques secondes du toucher des roues. It's too high. The runway is straight down. Oh my god. Le copilote, le seul des deux à bien connaître les particularités périlleuses de Mangalore, multiplia les avertissements. Go around, Captain. We don't have runway left. Mais le commandant, à peine réveillé d'un lent sommeil et sous la pression de terminer sa mission, rejeta à plusieurs reprises cette suggestion. C'était l'illustration typique du plan continuation bias, un biais psychologique qui pousse à s'accrocher au plan initial, même quand de nouvelles informations prouvent qu'il n'est plus adapté. Dans son esprit, une remise des gaz signifiait un vol prolongé, plus de carburant consommé, un retard et un risque d'atteinte à sa réputation. Il choisit donc de poursuivre l'atterrissage à tout prix, en dépit des paramètres techniques et des alertes de son collègue. Le contrôle aérien, soupçonnant une anomalie, demanda « Express 812. Can you confirm established? » Affirmative. Clear to land. Winds calm. Cette autorisation plaça le vol IX-812 au bord des limites physiques de l'appareil, où la moindre erreur de dernière seconde pouvait se transformer en catastrophe irréversible. Lorsque le train d'atterrissage toucha enfin la piste 24 de Mangalore, l'avion était déjà bien au-delà du point de contact idéal. Au lieu d'atterrir près du seuil de piste, il toucha le sol plus de 1500 mètres plus loin, soit après avoir gaspillé presque la moitié de la distance disponible. Avec une piste de type tabletop mesurant seulement 2450 mètres. Cette marge perdue rendait impossible un arrêt complet pour un Boeing 737 arrivant à une vitesse excessive. À peine posé, le commandant activa la poussée inversée, le système qui inverse le flux des moteurs pour freiner l'avion. La décélération commença à réduire la vitesse, mais quelques secondes plus tard, un geste incompréhensible survint. Il désengagea brutalement la poussée inversée et remit les gaz en avant, comme s'il voulait tenter un go-round directement depuis la piste. C'était une violation flagrante des procédures. À basse vitesse et sur une distance aussi courte, l'appareil n'avait pas les conditions aérodynamiques nécessaires pour redécoller. Pire encore, l'abandon de la poussée inversée priva l'avion de son freinage le plus efficace, rendant l'arrêt totalement illusoire. L'avion poursuivit sa course effrénée vers l'extrémité de la piste. Les freins des roues étaient sollicités au maximum, mais la distance manquante était irrattrapable. En une fraction de seconde, l'appareil traversa la barrière de sécurité. Son aile droit heurta violemment une antenne ILS au bout de la piste, provoquant un bruit métallique assourdissant et faisant basculer l'avion sur le côté. Plus rien ne pouvait arrêter le 737. Il plongea dans le vide d'une falaise de plus de 60 mètres, s'écrasa sur la pente escarpée et se désintégra en plusieurs morceaux dans un incendie violent. En quelques secondes, toute chance de sauver le vol s'était évanouie. Le vol IX-812 devenait officiellement la pire tragédie aérienne de l'histoire d'Air India Express. Le Boeing 737 s'élança hors du rebord de la falaise tel un bloc d'acier hors de contrôle, puis s'écrasa sur le versant abrupt en contrebas. Le premier impact déchira le fuselage en plusieurs morceaux. Le carburant se répandit instantanément et prit feu, formant une immense boule de flamme au cœur de la forêt dense. L'explosion assourdissante résonna dans toute la zone, tandis qu'une épaisse fumée noire s'éleva, obscurcissant le ciel à peine éclairé par l'aube. Le relief autour de l'aéroport de Mangalore, déjà très accidenté, pentes rocheuses et broussailles épaisses, compliqua l'accès immédiat des secours professionnels. Lorsque les sirènes retentirent, les unités de pompiers et d'ambulances mirent de longues minutes à trouver un passage vers le site du crash. Dans ces instants décisifs, ce furent les habitants des villages proches de la falaise qui devinrent les premiers sauveteurs. Sans équipement de protection, armés seulement de machettes et de bâtons, ils brisèrent les portes et aidèrent à extraire des passagers encore vivants de la carcasse en flammes. Au total, 158 personnes périrent dans la tragédie, dont le commandant de bord. Seules 8 survécurent, la plupart assises près des issues de secours et assez chanceuses pour s'échapper avant que les flammes ne ravagent entièrement l'appareil. Certains racontèrent avoir ressenti une chaleur insupportable les enveloppait aussitôt après l'ouverture de la porte, les forçant à sauter sur la pente et à rouler plusieurs mètres pour échapper au feu. Leur survie révélait du miracle, mais démontrait aussi à quel point quelques secondes peuvent tracer la frontière entre la vie et la mort. L'enquête officielle menée par la Commission indienne d'investigation sur les accidents aériens mit rapidement en évidence une chaîne de causes étroitement liées ayant conduit au désastre du vol IX-812.
Le premier facteur et le plus marquant fut la fatigue du commandant. Les données du CVR, enregistreur phonique du cockpit, révélèrent qu'il avait dormi profondément plus de 90 minutes pendant le vol, ne se réveillant qu'environ 25 minutes avant l'atterrissage. Les experts appelèrent cela sleep inertia. Cet état de torpeur qui suit le réveil réduit considérablement les réflexes, la capacité d'analyse et la prise de décision. Dans cette condition, le commandant ignora plusieurs signaux d'alerte essentiels, qu'ils proviennent des instruments ou de son copilote. L'approche vers Mangalore était déjà réputée difficile en raison de la piste de type tabletop, courte et encadrée de falaises abruptes. Mais ce jour-là, les choses se compliquèrent davantage avec la panne du radar de surveillance régionale, qui força le contrôle aérien à recourir au procedural control, un mode de gestion manuel basé sur les rapports des pilotes et des calculs de temps. Cela obligea l'IX-812 à maintenir son altitude plus longtemps afin de respecter les séparations avec d'autres vols. Lorsqu'on l'autorisa à descendre, l'avion était trop proche de l'aéroport, forçant l'équipage à une descente rapide. Une situation incompatible avec une approche stabilisée. Au lieu d'exécuter une remise des gaz pour retrouver une trajectoire sûre, le commandant s'entêta à poursuivre l'atterrissage initial, victime du plan Continuation Bias. Cette tendance psychologique à s'accrocher au plan prévu malgré l'inadéquation des conditions. Le CVR enregistra d'ailleurs à plusieurs reprises les appels du copilote. Go around. Systématiquement rejetés. C'était le reflet d'une culture de cockpit marquée par un authority gradient excessif, un rapport hiérarchique déséquilibré où les recommandations du copilote n'avaient pas assez de poids pour modifier la décision finale. En combinant tous ces éléments, panne radar, procedural control, approche retardée, sleep inertia, approche instable et déséquilibre d'autorité dans le cockpit. La commission conclut que la cause principale de la catastrophe ne résidait ni dans la météo ni dans une défaillance technique, mais bien dans des failles humaines, à la fois individuelles et systémiques. À la suite de la tragédie du vol X-812, l'aviation civile indienne dut revoir en profondeur plusieurs règlements et procédures de sécurité. L'une des réformes les plus importantes accorda aux pilotes le plein pouvoir d'initier une remise des gaz en cas de danger, sans devoir attendre l'approbation du commandant. Ce fut considéré comme un pas majeur pour réduire l'authority gradient et améliorer la réactivité face aux situations d'urgence. Les programmes de formation en Crew Resource Management furent également renforcés, mettant davantage l'accent sur la communication, la gestion de la fatigue et le droit d'intervention de tous les membres d'équipage. Les compagnies aériennes instaurèrent des règles limitant le sommeil en vol pour prévenir l'inertie du sommeil et imposèrent des contrôles médicaux plus stricts avant les vols de nuit ou tôt le matin. Sur le plan des infrastructures, le radar de Mangalore fut réparé et modernisé, en parallèle avec l'installation d'un système avancé d'alerte d'approche instable, afin de réduire le risque d'une nouvelle approche tardive comme celle de l'IX-812. Ces changements furent pensés non seulement pour honorer la mémoire des 158 victimes, mais aussi pour s'assurer que de telles erreurs ne puissent se reproduire. À Mangalore, un parc et un mémorial furent érigés en hommage aux 158 victimes du vol IX-812. Chaque année, le 22 mai, les familles endeuillées, les habitants de la région et des représentants du secteur aérien s'y rassemblent pour allumer des bougies et lire les noms des disparus. Plus qu'un lieu de recueillement, ce mémorial demeure un rappel poignant pour toute l'aviation mondiale. Une remise des gaz, même si elle coûte du temps ou du carburant, peut parfois représenter la mince frontière entre un vol sans incident et une tragédie irréversible.